bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici, à cette conférence. Et donc, je m'appelle François Gouraud, je suis médecin. Depuis une quinzaine d'années, je suis spécialisé dans la e-santé, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies pour essayer d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins. Et aujourd'hui, je vous présenterai les nouveaux développements avec l'intelligence artificielle et la santé. J'aurais pu appeler ça en fait de l'humanisme au transhumanisme, qui aurait été peut-être plus approprié. Et on va voir concrètement en fait quel impact ça peut avoir et un pays comme le Kyrgyzstan. Donc on va commencer par je vais prendre ça. Par une définition de l'intelligence artificielle. Donc, on dit que l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Ce qui est important dans cette définition, c'est que c'est le côté simulation. C'est-à-dire qu'on ne pense pas reproduire l'intelligence, mais la simuler. On voit un peu là, on ne voit pas très bien, mais un peu l'évolution de l'intelligence artificielle, sachant que c'est à partir des années 50 que ça a commencé à se développer. Et beaucoup de personnes se sont demandé comment on va savoir qu'une machine est intelligente. Parce que déjà, on n'a pas de définition de l'intelligence, donc c'était un peu compliqué. Et donc, il y a un mathématicien de génie, qui était Alain Thuringe, qui a décrypté les communications à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale des Allemands, donc qui a permis qui a été un élément très important dans la victoire des Alliés à ce moment-là. Et lui, il a fait un test assez simple. Il a mis une machine et une personne d'un côté, dans deux endroits séparés, et de l'autre côté, une troisième personne, et ils échangeaient simplement des textes. Et cette troisième personne, qui était le juge, s'il considérait que il ne savait pas qui répondait, et s'il considérait que la réponse de la machine était semblable à celle d'un humain, il a dit que on était dans de l'intelligence artificielle. Je dirais ensuite discuter tout ça, mais ça reste toujours d'actualité. Et il faut savoir qu'il y a tous les ans un concours de robots qui font des conversationnels, où les gens, ils sont classés, on classe les robots en fonction de leur capacité à répondre, comme à simuler en tout cas le raisonnement humain. Donc si vous voulez un site pour ça, c'est assez intéressant. Alors, les catégories de l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a plusieurs catégories. Il y a globalement l'intelligence artificielle. À l'intérieur, on appelle les machines apprenantes, les machine learning, et ensuite on a le deep learning. La prochaine. Alors, dans les approches de l'intelligence artificielle, il y a deux approches. La première a été surtout ce qu'on appelle l'approche symbolique. Quand on dit symbolique, ça veut dire que c'était du texte compréhensible et qui était basé sur la logique, c'est-à-dire sur des algorithmes qui étaient réalisés par des humains sur des expériences faites. Et tu peux la prochaine s'il te plaît. Next. Ok. Et ensuite l'approche symbolique. Donc, ce que je disais, c'est l'approche la plus ancienne qui s'appuie sur les idées que nous raisonnons en appliquant des règles logiques. C'est des déductions, classification, hiérarchisation. Et là, malheureusement, on ne voit pas très bien, mais il s'agit d'un algorithme de prise en charge de l'hypertension. Je prends un modèle, c'est-à-dire comment maintenant, dans la plupart des pays, on va traiter une hypertension et on va suivre un algorithme, c'est-à-dire votre tension est de temps, plus supérieur à 150-90, donc est-ce que vous avez fait un régime, est-ce que ce régime a réussi, et donc on a toute une démarche, et donc ça c'est la démarche logique. Pour faire ces algorithmes, il faut savoir que il faut avoir un consensus parmi par exemple, tous les médecins sur la démarche à suivre.
et qu'un algorithme de médecine comprend environ 1000 règles, ce qui est assez important, surtout quand on doit les réviser. L'approche numérique est complètement différente. On va se baser plus sur des recherches de régularité dans les données disponibles et extraire la connaissance sans modèle préétabli. Donc cette méthode est née avec le connexionnisme et les réseaux de neurones artificiels dans les années 80 et se développe aujourd'hui grâce à l'augmentation de puissance des ordinateurs et à l'accumulation des gigantesques quantités de données, ce qu'on appelle le big data. Alors, la particularité de l'approche numérique, c'est-à-dire du deep learning, c'est qu'on ne sait pas comment l'ordinateur parvient aux conclusions. On sait que les conclusions sont bonnes, mais on ne sait pas comment ils y arrivent. C'est ce qu'on appelle le black box là. Donc ça quand même pose un énorme problème. On n'arrive pas à retracer l'origine du raisonnement. Mais quand on fait des études, on s'aperçoit que ce qu'il sort, souvent, est très près de ce que, et même des fois supérieur à ce que peut prédire un spécialiste. Alors, on va voir maintenant les applications de l'intelligence artificielle dans la santé. Alors, les 4 P de la médecine du futur, on évolue vers une médecine qu'on appelle prédictive, c'est-à-dire qu'à partir d'analyses, à partir de certains signes, on va pouvoir prédire ce qui va se passer. Préventive, c'est-à-dire qu'on va traiter la personne avant qu'elle soit malade. Personnalisée, c'est-à-dire qu'elle va être adaptée à chaque personne. Et participative, c'est un élément qui a été rapporté récemment, c'est que de plus en plus de personnes, à travers les applications de messagerie instantanée, alimentent eux-mêmes ces informations, renforcent ces informations sur le mode de vie, comment ils se comportent, tout ça, et donc ils donnent des éléments supplémentaires pour disons, anticiper et traiter les patients. Alors là, j'ai fait une photo, on connaît une actrice qui est connue comme actrice, mais pour les médecins, elle est surtout connue pour ce gène, le BRCA1, qui est en fait un gène, une mutation génétique, et qui favorise la survenue du cancer. Et dans son cas, quand on a un gène comme ça, on a 87% de chances de développer un cancer. Donc, on voit cette actrice qui a fait, parce que sa mère est décédée à 56 ans, qu'elle avait probablement ce gène. On a pu, de façon préventive, on a pu identifier le gène, et préventive, puisqu'elle s'est fait, il y a eu une ablation des 2 seins pour éviter justement qu'elle fasse ce cancer. Donc on voit voilà un peu la démarche qu'on risque d'avoir dans le futur, c'est-à-dire sans être malade, à avoir déjà des interventions sur la personne. Il y a eu récemment un rapport qui est sorti, qui a été fait par la coopération américaine, USAID, avec plusieurs fondations, et qui a essayé de classer l'ensemble des applications qui utilisent l'intelligence artificielle actuellement pour comprendre dans quel domaine elles se trouvaient. Et ces applications sont dans les pays comme le Kyrgyzstan, c'est-à-dire des pays où d'habitude la coopération américaine intervient. Alors on voit qu'il y a des applications de manière générale pour la santé de la population. Non, attends, avant, tu restes là. Tu peux revenir sur la précédente. On a des applications sur la santé individuelle, des applications sur le système de santé. Pour la santé des populations, par exemple, on peut, avec des modèles, avec Google, on peut avoir des prédictions des épidémies de grippe, et on les a affinées en les recoupant avec des modèles climatiques. Donc on arrive à anticiper l'évolution de l'épidémie de grippe et donc déjà à prendre des mesures en disant attention, on va lancer la campagne de vaccination maintenant. Donc déjà on est donc on touche la population, on peut
identifier les cibles plus facilement et on peut ensuite cibler un peu plus les actions. Pour la partie des soins, on a la partie prévention. Et une chose qui est importante avec l'intelligence artificielle, c'est qu'avec les applications, les patients, et pas uniquement que les patients, la population en général, peut avoir accès à des conseils personnalisés pour prendre lui-même des décisions. C'est-à-dire que petit à petit, le patient redevient le centre au niveau du centre de système de soins. Et par exemple, on a des applications qui vont donner pour des patients sur des régimes alimentaires, par exemple des hypertendus, des diabétiques, des choses comme ça. Au niveau diagnostic, là on sait qu'il y a eu beaucoup de progrès, et en particulier, on sait que pour certaines, surtout les examens qui demandent l'imagerie, les ordinateurs, l'intelligence artificielle est aussi performante que les meilleurs spécialistes dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Et si vous faites une radiographie, on sait que les radiographies, l'interprétation des radiographies sera aussi performante que les meilleurs radiologistes qui existent. Et on voit très bien que dans un pays comme le Kyrgyzstan, où il manque de médecins, si vous vous trouvez à Koshgor et que vous faites une radio, eh bien, simplement en scannant votre radio en l'envoyant, vous pouvez avoir dans la minute un retour diagnostique dont vous savez qu'il est équivalent à ce qu'on fait de mieux dans le monde. Pas uniquement dans le country, mais donc on peut voir cet intérêt-là. On a la même chose au niveau, donc ça c'est l'imagerie, on a la même chose aussi au niveau de ce qu'on appelle l'anatomie-pathologie, c'est-à-dire que si on a une suspicion de cancer, on va faire une analyse, une coupe, qu'on va envoyer, pareil, l'intelligence artificielle va permettre de dire confirmer un cancer ou l'infirmer, simplement en envoyant par imagerie. Donc ça c'est extrêmement performant. On a également la même chose avec les électrocardiogrammes. Vous avez une douleur au niveau thoracique, on fait un électrocardiogramme, pareil, vous trouvez une narine, vous mettez ça dans votre ordinateur et vous avez une interprétation qui sera extrêmement fiable. Donc on peut voir ici quel va être le bénéfice entre des endroits où il n'y a pas de spécialistes ou qui ne sont pas forcément spécialisés. On aura peut-être tendance à faire plus confiance à la machine qu'aux médecins. On a ensuite les systèmes pour les traitements aigus, qui sont des systèmes d'aide au diagnostic et d'aide au traitement. Donc ça existe déjà, c'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, si vous avez tel signe, il y a plus de chances que vous ayez ça, et plus on avance, plus on va proposer des diagnostics, ce qui évite les erreurs de diagnostic. La plupart du temps, pareil, c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans un pays comme le Kyrgyzstan. Et enfin, on a le suivi des maladies chroniques. C'est pareil, on peut avoir des applications qui vont aider à suivre les patients. Pour le système de santé, les dossiers médicaux qu'on peut analyser et qui va donner une idée des patients hospitalisés et comment on peut améliorer les prises en charge. Donc il y a beaucoup d'applications. Je vais maintenant passer à quelques exemples. Donc ça, c'est les champs d'application qu'on voit dans la santé, et c'est la prochaine. Voilà, donc on voit, ça c'est tout ce qui est à gauche, là c'est ce qui est uniquement dédié pour les patients. Donc on voit qu'il y a les chatbots, c'est-à-dire que les agents conversationnels, c'est-à-dire qu'on va envoyer un texto et on va avoir des réponses par rapport à des problématiques qui peuvent être en un problème. Donc c'est le patient qui est face à face qui pourra faire un autodiagnostic. Donc éviter d'aller voir un médecin parce qu'il va avoir déjà une réponse qui sera assez performante. Et ça, on a dans les domaines aussi des objets connectés qu'on va porter sur soi. On peut avoir des électrocardiogrammes, on peut avoir des prises de tension, on va avoir des glucomètres, des choses comme ça. On a la génétique personnalisée. C'est un domaine, l'étude de la génétique est très développée, mais personnalisée. On voit qu'on propose de plus en plus aux gens de faire des tests génétiques. Et on propose, et c'est pas du tout validé, des régimes, des façons, des comportements, mais ça existe déjà. Dans la santé mentale, on verra une application
Dans la dermatologie ou la santé de la femme, ces applications existent déjà. Ensuite, on a la télémédecine, donc c'est ce que je dis à distance, c'est-à-dire pouvoir surveiller à distance des patients et pouvoir avoir des connexions entre le patient et le médecin. Je ne m'attarde pas. Ensuite, il y a la partie uniquement pour les médecins qui va être, ce que je disais tout à l'heure, l'aide à la décision, l'analyse de données, l'image. Et finalement, il y a la partie recherche qui est aussi très importante, c'est-à-dire comment favoriser la recherche clinique, recruter les gens, analyser les données, etc. Alors là, j'ai pris un exemple d'une application médecine prédictive. On vous propose de faire votre ADN. Et ensuite, en fonction de ça, on va élaborer pour vous des recommandations. Ça n'a pas été validé scientifiquement, mais ça existe et c'est assez important. Mais peut-être plus les données vont être accumulées, plus on va arriver à effectivement trouver des liens entre les régimes et entre l'ADN et les régimes qu'il faudrait suivre pour améliorer sa santé. Ça, c'est une application pour la santé mentale. C'est une aide thérapeutique. Ça a été fait à New York par des psychologues d'une grande université. Et c'est des gens qui sont déprimés et qui vont pouvoir discuter avec conversation avec un chatbot. Donc ils vont envoyer des SMS. Ils vont être en contact, ils vont recevoir régulièrement des informations pour demander comment ça va, est-ce que vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe, et donc en permanence. Et maintenant, par contre, là, il y a des études, ils étudient l'impact de ce type d'application avec une rencontre, par exemple, personnelle avec, et on s'aperçoit qu'on a des résultats, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement quelque chose, donc on commence à mieux comprendre comment on peut intégrer ce type d'application dans la prise en charge. Ça ne la remplace pas, mais c'est une aide supplémentaire. Ça, c'est une des plus connues, par exemple Skin Visions. Vous avez un petit problème sur la peau, ça existe déjà, vous pouvez l'utiliser. Vous faites une photo. Pardon. Et dans les 2 minutes, même pas, 30 secondes, vous avez le résultat, le diagnostic le plus probable. Donc pareil, une fois de plus, dans des pays où il y a de moins en moins de dermatologues, c'est quelque chose qui va être d'une aide très très précieuse. Cancer, très important. Il y a maintenant des choses qui vont donner les recommandations pour des détections et prises en charge de cancer qui sont aussi performantes que les meilleurs cancérologues du monde. Donc ça existe. C'est maintenant, c'est pas demain. Contre le diabète, pareil, vous êtes diabétique, vous avez des glucomètres connectés et vous avez des injecteurs connectés qui vous permettent au début, la machine va vous donner des recommandations pour adapter vos doses et plus elle vous connaît, plus ces doses vont être adaptées. Donc ça aussi, c'est maintenant. Et pareil, ça peut être d'une grande aide. Pays comme au Kyrgyzstan, où on n'a pas beaucoup de diabétologues et on peut utiliser ces applications qui auront des... Cardiologie, je passe, pareil. Radiologie, ça c'est juste pour dire qu'aux États-Unis, où ils prennent beaucoup plus, les technologies rentrent plus de l'heure, il y a plus de 1000 radiologues qui ont été inclus dans un programme où ils utilisent déjà l'analyse des données radiologiques. Donc c'est déjà pareil, c'est maintenant et pas demain. Et finalement, le robot, c'est un robot donc on voit qui fait des opérations avec l'aide c'est le plus connu, avec l'aide d'un chirurgien, mais qui déjà a beaucoup plus de précision que le médecin, puisqu'il ne tremble pas, et qu'à un moment donné, même si on est sobre la veille, on a toujours le même effet, ainsi que... Et donc ce Da Vinci, ce robot est très lent, mais performant. Maintenant, je vais parler des défis, parce que je ne voudrais pas qu'on croie qu'il n'y a que des avantages. Je pense que pour le Kyrgyzstan, ça peut être quelque chose de vraiment... Et je pense que les gens vont adhérer à ça. Mais la disponibilité de données, le business model, l'intégration à le système de santé, confidentialité des données, cadre légal, cadre réglementaire, la confiance et éthique. Rapidement, mais on va les voir juste un peu les prochaines. Pour pouvoir faire
fonctionner ces logiciels, on a besoin de beaucoup de données. C'est le big data, c'est-à-dire que puisqu'on doit trouver, et donc je dis, il faut 50 000 images, il a fallu 50 000 images pour l'apprentissage, pour la détection du mélanome, du cancer de la peau. Il a fallu 128 000 images pour la rétinopathie diabétique. Ça ne veut pas dire que des images, ça veut dire des images avec un diagnostic derrière qui a été garanti, qui a été vérifié, contrôlé. Il y a un problème de qualité des données. Est-ce que ces données, quand on les collecte, sont interopérables et comment on y accède? Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Comment on accède à ces données pour voir ce genre de choses? Oui. Le business model, on sait que c'est beaucoup basé sur des startups. Donc c'est un modèle, c'est d'initiative privée, innovante, gros besoin de financement, mais c'est capitalistique. Donc le but de ces startups, c'est de faire de l'argent. Donc on est loin de l'humanisme qu'on avait avant, où on faisait ça pour l'humanité. Maintenant, on le fait pour le fric, pour l'argent. Et donc ça pose un vrai problème de qui va maîtriser ces outils, parce qu'ils vont créer des dépendances. Mais on va être, et on a vu des exemples récemment aux États-Unis où des médicaments, le prix a augmenté de 300% juste parce qu'on voulait les valoriser sans autre justification. L'intégration dans le système de soins. Qu'est-ce qui va se passer au Kyrgyzstan quand va apparaître, par exemple, la possibilité d'avoir des analyses de radio, des analyses d'électrocardiogramme de grande qualité, et comment ça va s'intégrer dans le système ici? Peut-être pas dans le public, peut-être dans le privé. Donc ça risque tout à l'heure on mentionnait le chaos, ça risque d'entraîner un certain chaos dans le fonctionnement du système de santé, parce qu'il va y avoir une pression pour utiliser ça, et pas forcément un modèle adapté pour le mettre en œuvre. Confidentialité des données, évidemment, c'est un gros problème, mais aussi avec la naissance de ce qu'on appelle l'extimité. L'extimité, c'est un nouveau concept. Avant, on avait l'intimité, mais on s'aperçoit que les gens partagent très facilement leurs données sur Facebook, Internet, tout ça. Donc on a créé un nouveau terme parce que les médecins étaient très attachés à la confidentialité et ils se sont aperçus que les patients, eux, étaient diffusés facilement. Donc on a créé ce terme extimité qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on met son intimité à l'extérieur. Et donc ça remet aussi un peu en question l'idée simplement de la confidentialité. Parce que le patient lui-même met beaucoup de données personnelles et laisse beaucoup de données personnelles sur Internet. Alors maintenant, le cadre légal et réglementaire, c'est simple, on le connaît tous. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez un diagnostic de cancer ou s'il y a un électrocardiogramme, il y a une erreur, parce que ça peut arriver, c'est pas 100%, qui est responsable? Et ça, personne ne sait encore. Et ensuite, comment un pays va valider ces nouvelles technologies? Sachant qu'il y a le black box, sachant que là, souvent, ces technologies ne sont pas maîtrisées dans le pays lui-même. Donc ça pose un énorme problème de validation, d'approbation de ces données. Donc, là, on voit comment évaluer ces nouvelles applications. La boîte noire du deep learning, ça c'est vraiment la question majeure. Et la recherche, comment on peut retracer le raisonnement du deep learning. Parce que tant qu'on ne sait pas, on aura un problème de confiance. Donc ça, on va plus savoir, oui, le résultat est bon, mais on ne sait pas comment on y arrive. Alors je voudrais mentionner, il y a des biais, c'est-à-dire que quand on collecte les données, et quand on va faire ces applications, on les collecte sur de nombreuses données. Or, ces données, souvent, par exemple, pour les traitements médicaux, on sait que les traitements médicaux sont faits tout pour les adultes et pour les hommes. Ça veut dire que dans les solutions qu'on va proposer, il risque d'avoir des solutions biaisées qui sont essentiellement tournées vers le traitement des hommes. On sait par exemple que les enfants sont très peu pris en charge aussi, et donc les femmes. Donc il y a ce biais lié déjà aux données du passé. Et ensuite, il y a les biais de concepteurs qui sont la plupart du temps des hommes et qui vont, parce qu'ils ne le réalisent pas intrinsèquement, avoir des algorithmes qui recréent ce qu'ils connaissent et pas toujours, et qui vont créer donc une inégalité dans le type d'information fournie. Je prends juste un petit exemple. Microsoft avait mis sur Tweets un robot conversationnel qui s'appelait Toy, et on s'est aperçu que les gens pouvaient communiquer avec lui, et qu'au bout d'une journée, les gens ont détourné ça et ont mis beaucoup d'insultes, beaucoup de racisme, et au bout d'une journée, le robot était devenu raciste, antiféministe,
tout ça. Donc c'est un vrai risque qu'il y a. Les données qu'on rentre, ces données-là ne sont pas neutres, parce qu'elles viennent de la majorité. Et par exemple, pour le Kyrgyzstan, si j'utilise ces applications, ces données vont venir majoritairement des États-Unis, de l'Europe, qui ne correspondent pas forcément au type de gens, au contexte, tout ça. Donc pour l'adapter, il faut pouvoir collecter les données au Kyrgyzstan, mais à la fois, voilà, ça pose beaucoup de questions. Et finalement, j'arrive. Éthique, j'en ai reparlé tout le long, là. Et en conclusion, j'ai repris une définition de l'humanisme, parce que c'est vrai que... Et on veut que, d'un point de vue général, l'humanisme est une doctrine morale reconnaissant à l'homme la valeur suprême. Bon, déjà, on peut se poser une question de l'humanisme et l'écologie. C'est pas quand même quelque chose qui est assez intéressant, puisque si on veut maîtriser la nature, ce qu'on essaie de faire, c'est pas toujours beaucoup de succès. Son principe de morale est celui de la tolérance. Sa philosophie propre défend l'idée d'un progrès de la civilisation vers une forme d'idéal de l'humanité, où l'homme serait à la fois libre, grâce au progrès technique, à l'égard des contingences de la nature, et libre à l'égard des autres hommes, grâce à une constitution mondiale. Et là, on voit qu'il y a un peu ces contradictions déjà mentionnées à l'intérieur même de la définition, c'est-à-dire que l'homme va-t-il être libéré par ces nouvelles technologies ou asservi? Et donc ça, c'est la grande question. Et je pense qu'il n'y aura pas de réponse maintenant, mais en tout cas qu'il faut avoir en tête. Merci pour votre attention. Je vous remercie, cher Dr Gourov. Enfin, j'aime tout, sauf peut-être la discussion d'un dépressif avec chatbot. On va voir. On a 5 minutes pour la discussion. Сейчас у нас будет немного времени, 5 минут на дискуссию, и мы можем продолжить в полном формате дискуссию завтра. Да? Завтра будет больше времени. Сейчас, пожалуйста, значит, время открыто для вопросов. Джилдыз, доктор Нурмамбетов, вы хотели, может быть, уже потом, да? Хорошо. Пожалуйста, вопросы. Ой. Microphone. Bonjour docteur. Vous avez parlé de l'autodiagnostic en particulier. Le problème, c'est que vous avez peut-être éludé la formation des utilisateurs, des patients, justement, à l'autodiagnostic, car on le sait bien, enfin, en médecine, que la majorité des patients ont parfois des biais. Et ça pose problème, surtout si le programme se base sur leurs réponses qui ne sont pas forcément justifiées. Du coup, se pose la question de reconnaître les bons symptômes. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, merci. Oui, effectivement, il y a... je me souviens, il y a 20 ans, quand j'étais au Kazakhstan, une patiente qui vient me voir et qui avait une vision floue, et elle me dit, je suis allé voir sur Internet, et je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai pu rien voir, parce que justement, j'avais ma vision qui était floue. Mais depuis, je pense qu'il y a eu pas mal de progrès, et avec un certain nombre de réponses précises, on arrive à mieux cerner le diagnostic. C'est pas forcément, c'est quelque chose de triage, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va éviter que des gens qui vont s'inquiéter pour certaines choses, par exemple se rendent à l'hôpital, ou simplement on va faire une évaluation des risques. On va dire, bon, nous on travaille par exemple ici au Kyrgyzstan sur des applications sur les femmes enceintes, ou quand elles sortent par exemple de la maternité, on va leur dire, voilà, si vous avez, elle est inquiète, tout ça, si vous avez ces risques, vérifiez ça, ça et ça, et si ça persiste au bout de 2 jours, rendez-vous dans un hôpital. Donc ça va rassurer un peu quelque part. Ça ne remplace pas le médecin, mais c'est quelque chose qui va éviter des angoisses inutiles et qui va permettre, par contre, qui va recommander de venir se rendre dans un centre de santé. Et ça s'affine de plus en plus. Merci. Merci. Question de professeur Fournier. Oui, j'ai une question également. Vous m'entendez? Oui, j'ai une question également que je pose en français pour que François comprenne tout de suite. Merci pour ce papier très très intéressant. Et donc j'aurais voulu juste
que vous nous disiez quelques mots sur la situation actuelle au Kyrgyzstan. Par exemple, les 50 000 images pour détecter le mélanome minimum, qui viennent donc d'ailleurs. Puisque vous travaillez ici, je suppose que le Kyrgyzstan commence à adopter un certain nombre de ces procédures. Et donc, par exemple, est-ce qu'il y a, où en est le Kyrgyzstan aujourd'hui dans la collecte de banques de données et d'images qui viennent du Kyrgyzstan, par exemple? Bon, la réponse est très simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Enfin, il y a des données, mais ces données sont sous une forme qui ne sont pas exploitables. C'est-à-dire que ces données sur papier, qui ne sont pas structurées, donc on pourrait utiliser ces données, et donc tout l'effort qui est fait actuellement à travers tout le programme de digitalisation, c'est d'essayer justement de transformer, de structurer les données et de leur structurer non seulement dans la façon dont va être composé, par exemple, un compte-rendu d'images, mais aussi sur la façon de l'échanger, de façon aussi, ce qu'on appelle l'interopérabilité, pour qu'à terme, ces données puissent être utilisées dans le big data. Oui, vous avez à plusieurs reprises dit ce qui peut être intéressant pour le Kyrgyzstan. Donc le sens de ma question, c'est simplement pour nos, puisqu'on se trouve ici à Bishkek, de savoir si finalement c'est surtout dans le futur. C'est pas encore tellement tous ces programmes et tout ce dont vous avez parlé. Si, parce qu'il y a des choses, par exemple, une radiologie n'a pas tellement de variations entre les gens. Le contexte, pareil pour le mélanome, ça va pas. Ce qui va changer profondément, ça va être la prise en charge. C'est-à-dire que si vous faites une application, par exemple, pour faire un régime, vous êtes diabétique, vous voulez maigrir, le système américain va vous proposer d'aller dans un centre de fitness quelque part, ou de moins manger certains types de choses qui ne vont pas du tout correspondre ni à la structure du pays, ni au comportement alimentaire. Donc c'est ça qui est plus gênant. Pour certains diagnostics, électrocardiogramme, radiologie, tout ça, c'est disponible. Ça ne veut pas dire que c'est disponible c'est pas structuré la façon dont on peut l'utiliser, mais un radiologue pourrait très bien prendre un abonnement pour avoir accès à ces services. Так, еще вопросы? Извините, а какова погрешность вердикта цифрового интеллекта? И поскольку вы занимаетесь в Кыргызстане, каков процент населения, может быть, которые уже привлекли к вот этим проблемам цифровизации в плане медицины? Есть ли какие-то примеры, может быть? Какой регион охвачен? Alors, je ne vais pas donner de fausses informations. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il y a très peu d'utilisation de ces outils-là. Très très peu. Je sais même, et cette utilisation se fait principalement pour l'instant pour les patients. On vient de lancer l'adaptation d'une application, par exemple, pour une application pour les sages-femmes et les médecins pour les urgences obstétricales, c'est-à-dire des femmes enceintes. Donc ça vient de lancer, c'est une des premières qui est en russe, qui est en kirghize et qu'on lance ici. Donc ce que je veux dire, ce que je veux montrer, c'est plutôt la prospective, c'est-à-dire que dans 10 ans, dans 15 ans, ces applications seront là, que ce soit pour les patients. Par exemple, quelqu'un qui veut suivre sa grossesse et qui se pose des questions, il va avoir une application qui va lui dire chaque étape. S'il y a un problème, elle va pouvoir échanger comme à travers WhatsApp des informations et on va lui répondre. Ce n'est pas encore là, mais ça va arriver et je pense que ça va être adopté assez facilement, surtout par les patients, parce qu'il n'y aura pas de règlement par rapport à ça. Bonjour. Je voudrais revenir par rapport au secret médical et à la protection des données. Parce que vous avez parlé d'extimité, mais ça reste le patient qui décide de mettre ses informations ou non en ligne sur les réseaux, etc. Donc je voulais savoir si ces applications, qui semblent être quand même nombreuses, avaient une protection particulière ou quelque chose qui fasse que les données ne se retrouvent pas sans que le patient ait décidé sur les réseaux. Voilà. Merci. Alors pour l'instant, la politique des données, c'est ce que j'appellerais le pillage. C'est-à-dire qu'on pille les données et qu'il y a de plus en plus de garanties qui sont mises en œuvre, mais en fait, dans la réalité, tout est fait pour essayer de les contourner. On a vu les exemples avec Facebook, qui fournit des données personnalisées, et si elles sont anonymisées, on peut plus ou moins retrouver la personne. Donc, on sait par exemple que IBM a eu avec son robot,
Watson avait un accord avec le système anglais, le système de santé anglais, pour pouvoir bénéficier de ces big data, et on s'est aperçu que ces données n'ont pas été protégées comme on s'y attendait, et c'est des données de toute la population anglaise. Donc vraiment, il y a un vrai problème. Récemment, il y a eu une conférence, il y avait le modèle estonien qui est très intéressant. À qui appartiennent les données? Les données devraient appartenir aux patients, pas au médecin, pas à l'État, et c'est le patient qui devrait décider ce qu'il donne ou non. Et dans le modèle estonien qui inspire d'ailleurs le modèle kirghize dans le domaine de la digitalisation de la santé, le patient peut rentrer dans son dossier médical et il peut bloquer l'accès aux données, même à un médecin. Donc c'est lui qui décide, il peut bloquer, débloquer à certaines personnes. Donc on va, en tout cas en Europe, vers ce modèle les données appartiennent aux patients. Mais il y a une force très forte parce que ces données, c'est vraiment c'est de l'or pour ces startups, et donc pour essayer de collecter, détourner, pour avoir accès à ces données. Donc c'est un vrai combat, c'est pas quelque chose de fini.